Pourquoi American Institute of Africa? Mon peuple meurt de faim par manque de connaissances. L'Afrique antique, le vieux monde fut le berceau de la science. Tous les continents, en particulier l'Amérique, avec l'exception unique de l'Afrique, ont bâti leur industrie à partir des lois et principes de l'Afrique antique lorsque les nouvelles générations africaines s'en détournaient. La mission d'American Institute of Africa est de rétablir cette connaissance authentique pour un développement normatif de l'Afrique grâce à la formation des plus grands penseurs du développement. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Professeur, le sujet d'aujourd'hui est l'analyse de régression. Nous allons aujourd'hui aborder les fondements mathématiques et statistiques de la régression et nous concentrer en particulier sur la régression linéaire. Cette méthodologie est peut-être la plus puissante des méthodes de modélisation statistique. Je pense qu'il est très important d'en comprendre et d'en maîtriser les fondements, car ils vous aideront dans tous les exercices de modélisation statistique que vous ferez pendant ou après ce cours. Sa popularité en finance est très grande, mais c'est aussi une méthodologie très populaire dans toutes les autres disciplines qui font de la statistique appliquée. Commençons donc par définir le problème de la régression linéaire multiple. Nous commençons donc par un ensemble de données qui consiste en des observations de données sur différents cas, un certain nombre de cas. Nous avons donc n cas indexés par i. Il y a une seule variable, une variable dépendante ou une variable réponse, qui est la variable cible. Nous l'appellerons i sub i. En plus de cela, pour chacun des cas, il y a des variables explicatives que nous pouvons observer. Ainsi, les i, les variables dépendantes, pourraient être les rendements des actions. Les variables explicatives pourraient être les caractéristiques sous-jacentes de ces actions sur une période donnée. La variable dépendante peut être le changement de valeur d'un indice, l'indice SCP500 ou le taux de rendement, et les variables explicatives peuvent être divers facteurs macroéconomiques ou d'autres facteurs qui pourraient être utilisés pour expliquer comment la variable de réponse change et prend sa valeur. Passons en revue les différents objectifs de l'analyse de régression. D'abord, il peut s'agir 2. D'extraire ou d'exploiter la relation entre la variable dépendante et la variable indépendante. La prédiction en est un exemple. En effet, c'est en finance que j'ai le plus utilisé l'analyse de régression. Nous voulons prédire ce qui va se passer et prendre les mesures nécessaires. 3. Pour en tirer parti. On peut également utiliser l'analyse de régression pour parler d'inférence causale. Quels sont les facteurs qui déterminent réellement une variable dépendante? On peut ainsi tester des hypothèses sur les véritables facteurs de causalité qui sous-tendent les relations entre les variables. Une autre application est l'approximation simple. En tant que mathématicien, vous êtes tout très familier avec les fonctions lisses qui sont lisses dans le sens où elles sont différenciables et bornées. Elles peuvent être approximées par une série de Taylor si vous avez une fonction d'une seule variable ou même une fonction multivariable. On peut donc utiliser l'analyse de régression pour obtenir une bonne approximation des fonctions. On peut également utiliser l'analyse de régression pour découvrir les relations fonctionnelles et valider les relations fonctionnelles entre les variables. Pour commencer, définissons le modèle linéaire général d'un point de vue mathématique. Dans ce cours, nous allons commencer par discuter de la méthode des moindres carrés ordinaires, qui est un critère purement mathématique pour la spécification des modèles de régression. Nous nous pencherons ensuite sur le théorème de Markov de Gauss, qui intègre certains principes de modélisation statistique. Il s'agit essentiellement de principes faibles.
Nous nous tournerons ensuite vers des modèles formels avec des modèles de régression linéaire normale, puis nous envisagerons des extensions de ces modèles à des classes plus larges. Nous sommes maintenant dans le contexte mathématique. Un modèle linéaire tente essentiellement de modéliser la distribution conditionnelle de la variable réponse y en fonction des variables indépendantes 11. Et la distribution conditionnelle de la variable réponse est modélisée simplement comme une fonction linéaire des variables indépendantes. Ainsi, les 11 anaxipes sont les variables explicatives clés qui se rapportent aux variables de réponse, éventuellement. Et les bêta, 1 bêta, 2 bêta ou bêta p, sont les paramètres de régression qui seraient utilisés pour définir cette relation linéaire. 4. Cette relation présente donc des résidus, epsilon i, essentiellement là où il y a une incertitude dans les résultats de l'enquête. 5. Les données, qu'elles soient dues à une erreur de mesure ou de modélisation ou à des processus stochastiques sous-jacents qui sont à l'origine de l'erreur. Cet epsilon i est une variable d'erreur résiduelle qui indiquera comment cette relation linéaire varie entre les différents Kn. Alors, quelle est l'étendue des modèles? Eh bien, les modèles sont vraiment très larges. Tout d'abord, l'approximation polynomiale est indiquée ici. Elle correspond essentiellement à une approximation en série de Taylor tronquée d'une forme fonctionnelle. Avec des variables qui présentent un comportement cyclique, les séries de Fourier peuvent être appliquées dans un contexte de régression linéaire. Combien de personnes ici connaissent les séries de Fourier? Presque tout le monde. Les séries de Fourier fournissent un ensemble de fonctions de base qui permettent d'approcher la plupart des fonctions. Et certainement avec des fonctions limitées qui peuvent avoir une structure cyclique, elles fournissent une description complète. Nous pouvons donc appliquer les séries de Fourier ici. Enfin, il est possible d'appliquer des régressions de séries temporelles dans lesquelles les Ki1 à n sont en réalité des indices de différents points dans le temps. Les variables indépendantes peuvent donc être des variables observables à un moment donné ou connues à un moment donné. Elles peuvent donc inclure des décalages des variables de réponse. Nous verrons donc, lorsque nous parlerons des séries temporelles, qu'il est possible de spécifier des modèles de séries temporelles autorégressives. Ces modèles sont très largement utilisés en finance. Très bien. Passons en revue les étapes de l'ajustement d'un modèle de régression. Tout d'abord, il convient de proposer un modèle en fonction de ce que nous devons identifier ou de ce qui nous intéresse dans une variable de réponse particulière. Il est essentiel de spécifier l'échelle de cette variable de réponse. Schoenbaum discutait des problèmes de modélisation des cours boursiers. Si, disons, y est le prix de l'action. Il se peut qu'il soit plus approprié d'envisager de le modéliser sur une échelle logarithmique que sur une échelle linéaire. Qui peut me dire pourquoi ce serait une bonne idée? 6. Audience, parce que les changements risquent d'être davantage perçus comme des prix plutôt que des. 7. Les variations absolues de prix? Professeur, très bien, oui. Les variations de prix sont donc essentiellement exprimées en pourcentage et les variations logarithmiques sont peut-être mieux prédites par des facteurs de connaissance que par le niveau absolu des prix. Nous devons donc disposer d'un ensemble de variables indépendantes à inclure dans le modèle. Il est important de réfléchir à la généralité de cette configuration. Les variables indépendantes peuvent être des fonctions, des valeurs retardées de la variable réponse. Elles peuvent être des formes fonctionnelles différentes d'autres variables indépendantes. Le fait que nous parlions ici d'un modèle de régression linéaire ne signifie donc pas que l'équipe est linéaire.
Nous pouvons vraiment capturer beaucoup de comportements non linéaires dans ce cadre. Troisièmement, nous devons nous pencher sur les hypothèses relatives à la distribution des résidus, epsilon, entre les cas. Cela doit donc être spécifié. Une fois que nous avons établi le modèle en termes d'identification de la réponse des variables explicatives et des hypothèses sous-jacentes à la distribution des résidus, nous devons spécifier un critère pour juger les différents estimateurs. Ainsi, compte tenu d'une configuration particulière, nous voulons être en mesure de définir une méthodologie pour spécifier les paramètres de régression afin de pouvoir utiliser ce modèle de régression à des fins de prédiction ou pour tout autre objectif. La deuxième chose que nous voulons faire est donc de définir un critère pour évaluer les différents estimateurs des paramètres de progression. Nous allons passer en revue plusieurs de ces critères. Vous verrez que les moindres carrés sont le premier, mais qu'il en existe d'autres plus généraux. En fait, la dernière section de ce cours sur les estimateurs généralisés les couvrira également. Troisièmement, nous devons caractériser le meilleur estimateur et l'appliquer aux données. Ainsi, une fois que nous avons choisi un critère pour déterminer la qualité d'une estimation des paramètres de régression, nous devons disposer d'une technologie pour résoudre ce problème. Enfin, quatrièmement, nous 8. Devons vérifier nos hypothèses. 9. Il arrive très souvent qu'à cette quatrième étape, au cours de laquelle vous vérifiez les hypothèses que vous avez formulées, vous découvriez des caractéristiques de vos données ou du processus modélisé qui vous incitent à développer ou à modifier vos hypothèses. La vérification des hypothèses est donc un élément essentiel de tout processus de modélisation. Ensuite, si nécessaire, modifier le modèle et les hypothèses et répéter ce processus. Ce que je peux vous dire, c'est que ce type de protocole d'adaptation des modèles est celui que j'ai appliqué à de très nombreuses reprises. Et si vous avez de la chance dans un domaine particulier, les modèles très simples fonctionneront bien avec de petits changements dans les hypothèses. Mais lorsque vous êtes confronté à des problèmes difficiles, le cinquième point, qui consiste à modifier le modèle et / ou les hypothèses, est essentiel. En matière de modélisation statistique, ma philosophie est qu'il faut, autant que possible, adapter le modèle au processus que l'on modélise. Il ne s'agit pas de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond et d'appliquer, par exemple, une simple régression linéaire à tout. Vous devez l'appliquer lorsque les hypothèses sont valables. Si les hypothèses ne sont pas valables, vous pouvez peut-être modifier la spécification du problème de manière à ce qu'un modèle linéaire soit toujours applicable dans un cadre modifié. Mais si ce n'est pas le cas, vous voudrez alors étendre à d'autres types de modèles. Mais ce que nous ferons, ou ce que vous ferez si vous faites cela, c'est essentiellement appliquer les mêmes principes que ceux développés dans le cadre de la modélisation linéaire. D'accord, voyons maintenant ce qu'il en est. Je voulais faire quelques commentaires sur la spécification d'hypothèses pour la distribution résiduelle. Quel type d'hypothèse pourrions-nous faire? Ok. Quelqu'un voudrait-il suggérer quelques hypothèses que vous pourriez faire dans un modèle de régression linéaire pour les résidus? Oui. Au fait, quel est votre nom? Audience, je m'appelle Will. 10. Professeur, Will, ok. Will quoi? Audience, Osler. 11. Professeur, Osler, très bien. Ok, merci, Will. Audience, cela pourrait être, ou nous pourrions dire que le résidu pourrait être normalement distribué et qu'il pourrait ne pas trop dépendre de la valeur de la variable d'entrée que nous utiliserions. Professeur, ok.
Quelqu'un d'autre? D'accord. C'est certainement un excellent point de départ pour commencer avec une distribution qui nous est familière. La familiarité est toujours une bonne chose. Même si ce n'est pas quelque chose qui devrait être nécessaire, nous savons, d'après certaines des conférences de Schoenbaum, que les distributions gaussiennes et normales apparaissent dans de nombreux contextes où nous prenons essentiellement des sommes de variables aléatoires indépendantes. Il se peut donc que ces résidus soient de ce type. Quoi qu'il en soit, une condition un peu plus simple ou plus faible consiste à utiliser les hypothèses de Gauss, ce qu'on appelle en statistique les hypothèses de Gauss-Markov. Il s'agit d'hypothèses où l'on ne s'intéresse qu'aux moyennes, statistiquement, et aux variances des résidus. Nous supposons donc que la moyenne est nulle. En moyenne, il n'ajoute donc pas de biais vers le haut ou vers le bas à la variable dépendante. Et ceux-ci ont une variance constante. Le niveau d'incertitude de notre modèle ne dépend donc pas du cas. Ainsi, si les erreurs sur l'échelle des pourcentages sont plus appropriées, on peut examiner, par exemple, une série chronologique de prix que l'on essaie de modéliser. Il se peut qu'à l'échelle logarithmique, cette variance constante semble beaucoup plus appropriée qu'à l'échelle originale, ce qui se produirait. La troisième caractéristique des hypothèses de Gauss-Markov fait que les résidus ne sont pas corrélés. Non corrélé ne signifie pas indépendant ou statistiquement indépendant. Il s'agit donc d'une condition quelque peu faible, ou plus faible, que l'indépendance des résidus. Mais dans le cadre de Gauss-Markov, nous établissons simplement un ensemble réduit d'hypothèses que nous pourrions appliquer pour ajuster le modèle. 12. Si nous allons plus loin, nous pouvons alors envisager des modèles de régression linéaire normale, comme Will vient de le suggérer. Et dans ce cas, on peut supposer que les données sont indépendantes et identiquement distribuées, IID est la notation. Pour cela, avec une distribution gaussienne ou normale. Avec une moyenne de 0 et une variance de sigma au carré. Nous pouvons étendre cette hypothèse pour 13. Considérer des hypothèses de Gauss-Markov généralisées où nous maintenons toujours la moyenne 0 pour les résidus, mais la matrice de covariance générale pourrait ne pas correspondre à des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Voyons ce qu'il en est. Dans la discussion sur la théorie des probabilités, nous n'avons pas encore parlé des variables aléatoires à valeur matricielle, n'est-ce pas? Mais combien de personnes dans la classe ont déjà abordé les variables aléatoires à valeur matricielle ou vectorielle? D'accord, une poignée seulement. Dans le cas d'une variable aléatoire à valeur vectorielle, nous considérons les valeurs de ces nk pour la variable dépendante comme un vecteur à n valeurs et à n variables aléatoires. Nous pouvons donc généraliser la variance des variables aléatoires individuelles à la matrice de covariance de la variance de la collection. Vous disposez donc d'une matrice de covariance caractérisant la variance du vecteur n qui nous donne l'élément ig qui nous donne la valeur de la covariance. D'accord, laissez-moi afficher l'écran et l'écrire au tableau pour que vous vous y retrouviez. Très bien, nous avons donc I1, I2 jusqu'à yn, nos m valeurs de notre variable de réponse. Et nous pouvons parler de l'espérance d'une valeur égale à mu1, mu2, jusqu'à mun. Et la matrice de covariance de I1, I2, jusqu'à yn est égale à une matrice avec la variance de I1 dans l'élément supérieur 1, 1, et la variance de I2 dans l'élément 2, 2, et la variance de yn dans la nième colonne et la nième ligne. Et dans la igème ligne, aig, nous avons la covariance entre i et yg. Nous allons donc utiliser des matrices pour représenter les covariances.
Je souhaite que tout le monde se familiarise avec cette notion, car nous allons supposer que nous sommes à l'aise avec elle et que nous appliquons l'algèbre matricielle à ce type de construction. Le théorème de Gauss-Markov généralisé suppose donc une matrice de covariance générale où il peut y avoir des covariances non nulles entre les variables indépendantes ou les variables dépendantes et les résidus. Et celles-ci peuvent être corrélées. 14. Maintenant, qui peut donner un exemple de la raison pour laquelle les résidus peuvent être corrélés dans un modèle de régression? Dan. D'accord. C'est un très bon exemple parce qu'il est non linéaire. Si vous imaginez une sorte de courbe non linéaire simple et que vous essayez d'y ajuster une ligne droite, les résidus de cet ajustement linéaire seront systématiquement au-dessus ou au-dessous de la ligne en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans la non-linéarité de l'ajustement. C'est donc un exemple de ce qui peut se produire. Y a-t-il d'autres possibilités? La semaine prochaine, nous parlerons de modèles de série temporelle. Il peut y avoir une dépendance temporelle entre les variables lorsqu'il existe des facteurs sous-jacents qui déterminent le processus. Ces facteurs peuvent persister et faire en sorte que la relation linéaire surestime ou sous-estime la variable dépendante. Cela peut donc également se produire. D'accord, oui. Audience, le Markov de Gauss n'est que le cas de la diagonale. Professeur, oui, la matrice de Gauss-Markov est simplement le cas diagonal. Et si nous remplaçons explicitement les i par les résidus, epsilon, de 1 à epsilon n, alors cette matrice diagonale avec une diagonale constante est l'hypothèse simple de Gauss-Markov, oui. Maintenant, je suis sûr qu'il n'est pas surprenant que les distributions gaussiennes ne s'adaptent pas toujours à tout. Il faut donc faire preuve d'ingéniosité pour étendre les modèles à d'autres cas. Et il existe, je sais, des distributions de Laplace, des distributions de Pareto, des distributions normales contaminées, qui peuvent être utilisées pour ajuster les modèles de régression. Ces cas généraux étendent vraiment l'applicabilité des modèles de régression à de nombreux contextes intéressants. Passons donc à la spécification du critère de l'estimateur en 2. Comment évaluer une bonne estimation des paramètres de régression? Nous allons aborder les moindres carrés, le maximum de vraisemblance, les méthodes robustes, qui résistent à la contamination. Il existe d'autres méthodes que nous mentionnerons, mais 15. Que nous n'aborderons pas vraiment dans les cours, les méthodes de Baillet-Laprise. En compte des données incomplètes ou manquantes. Essentiellement, votre approche de la modélisation d'un problème devient de plus en plus réaliste. 16. Vous commencez à ajouter de plus en plus de complexité au fur et à mesure des besoins. Les méthodes robustes supposent que la plupart des données arrivent dans des conditions normales, mais de temps en temps, elles peuvent poser des problèmes. Vous ne voulez pas que votre méthodologie s'effondre s'il y a des valeurs aberrantes dans les données ou une contamination. Les méthodologies de Bayes sont la technologie permettant d'incorporer des croyances subjectives dans les modèles statistiques. Je pense qu'il est juste de dire que toute modélisation statistique est essentiellement subjective. Par conséquent, si l'on veut être bon en modélisation statistique, il faut s'assurer que l'on intègre effectivement des informations subjectives dans cette modélisation. Les méthodologies de Bayes sont donc très utiles et, en fait, pratiquement nécessaires pour s'engager dans une modélisation appropriée. Enfin, il faut tenir compte des données incomplètes ou manquantes. Le monde est toujours un peu cruel en ce sens qu'il vous manque souvent ce que vous pensez être des informations essentielles pour effectuer votre analyse. Comment gérer les situations où les données sont incomplètes?
Les modèles statistiques fournissent de bonnes méthodes et de bons outils pour faire face à cette situation. D'accord. Voyons maintenant. En ce qui concerne les analyses de cas pour la vérification des hypothèses, permettez-moi de passer en revue les points suivants. En gros, lorsque vous ajustez un modèle de régression, vous vérifiez les hypothèses en examinant les résidus, qui sont en fait les estimations des epsilons, les écarts de la variable dépendante par rapport à leur prédiction. Il s'agit d'analyser ces résidus pour déterminer si nos hypothèses sont appropriées. D'accord, mais les hypothèses de Gauss-Markov seraient les suivantes, ces éléments semblent y avoir une variance constante. Et il se peut que leur variance dépende du temps, si le I-index est le temps. Les résidus peuvent également dépendre des autres variables, et l'on veut déterminer si ce n'est pas le cas. Il existe également des diagnostics d'influence qui permettent d'identifier les cas qui ont une grande influence. 17. Il s'avère que lorsque vous construisez un modèle de régression avec des données, vous traitez tous les cas comme s'ils avaient la même importance. Or, il se peut que certains cas soient vraiment critiques pour l'estimation de certains facteurs. Et il se peut qu'une grande partie de l'inférence au sujet des 18. L'importance d'un certain facteur est déterminée par un très petit nombre de points. Ainsi, même si vous disposez d'un ensemble massif de données que vous utilisez pour ajuster un modèle, il se peut qu'une partie de la structure soit déterminée par un très petit nombre de cas. Les diagnostics d'influence vous permettent donc d'analyser cela. Dans le problème de ce cours, vous allez dériver quelques diagnostics d'influence pour les modèles de régression linéaire et voir comment ils sont mathématiquement définis. Je distribuerai également une étude de cas illustrant l'ajustement de modèles de régression linéaire pour les prix des actifs. Vous pourrez voir comment ces modèles fonctionnent à l'aide d'exemples pratiques. Enfin, il y a la détection des valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes sont intéressantes. Les exceptions dans les données sont souvent les plus intéressantes. Il est important, dans la modélisation, de comprendre si certains cas sont inhabituels. Parfois, leur degré d'idiosyncrasie peut être expliqué, de sorte que l'on peut essentiellement écarter ces valeurs aberrantes. Mais d'autres fois, ces idiosyncrasies conduisent à des extensions du modèle. La détection des valeurs aberrantes peut donc s'avérer très importante pour la validation d'un modèle. Ok, après cette introduction à la régression linéaire, parlons des moindres carrés ordinaires. Ah. Ok, le critère des moindres carrés s'applique à un paramètre de régression donné, bêta, qui est considéré comme un vecteur de colonne, je prends donc la transposition d'un vecteur de ligne. Le critère des moindres carrés consiste à prendre la somme des écarts quadratiques entre la valeur réelle de la variable réponse et sa prédiction linéaire. Ainsi, y-iati, nous introduisons simplement pour iati la fonction linéaire des variables indépendantes et nous l'élevons au carré. Dans l'estimation des moindres carrés ordinaires, bêta-at minimise cette fonction. Pour résoudre ce problème, nous allons donc utiliser des matrices. Nous allons donc prendre le vecteur i, le vecteur de n valeurs de la variable dépendante, la variable réponse, et x, la matrice des valeurs de la variable indépendante. 19. Dans cette configuration, il est important de ne pas oublier que les cas correspondent aux lignes et les colonnes aux valeurs de la variable indépendante. Ce truc est ultra sensible. Excusez-moi. Dois-je éteindre le pavé tactile ici? Je peux éteindre le pavé tactile. Nous pouvons donc définir notre valeur ajustée, iat, comme suit.
20 est égal à la matrice X multipliée par bêta. Avec la multiplication matricielle, on obtient les matrices IATN à IATN. Et Q de bêta peut s'écrire essentiellement comme I-X bêta transposé I-X bêta. Ce terme est donc un vecteur n moins le produit de la matrice X par bêta, qui est un autre vecteur n. Nous prenons simplement la valeur croisée de la matrice X et de la matrice bêta. Et nous prenons simplement le produit en croix de cela. Et l'estimation du bêta par la méthode des moindres carrés ordinaires résout la dérivée de ce critère égal à 0. C'est en fait vrai, mais qui peut me dire pourquoi c'est vrai? Je répète. Audience, c'est le minimum. Professeur, d'accord. Alors. Votre nom. Audience, 7. Professeur, 7. 7. Très bien, 7. Merci, 7. Si nous voulons trouver un minimum de Q, ce minimum aura, s'il s'agit d'une fonction lisse, une pente minimale égale à 0. Maintenant, comment savoir s'il s'agit d'un minimum ou non? Il peut s'agir d'un maximum. Audience, inaudible. Professeur, d'accord. En fait, il s'agit d'une fonction convexe de bêta. Sa dérivée seconde est donc positive. Et si vous pensez à l'ensemble, en fait, c'est la dérivée première de Q par rapport à bêta égale à 0. Si vous deviez résoudre la dérivée seconde de Q par rapport à bêta, eh bien, bêta est un vecteur P. Donc la dérivée seconde est en fait une matrice de dérivée seconde, c'est-à-dire une matrice de dérivée seconde. La dérivée seconde est donc en fait une matrice de dérivée seconde, et cette matrice peut être résolue. Elle sera la transposition de X, qui est une matrice positive, définie ou semi-définie. Il s'agit donc d'une dérivée positive. Quoi qu'il en soit, cette estimation par les moindres carrés ordinaires résoudra ce dQ2. 21. Bêta par bêta égale à 0. Qu'est-ce que dQ bêta par d bêta j? Eh bien, il suffit de prendre la dérivée de cette somme. Nous prenons donc la somme de tous ces éléments. Et si vous prenez la dérivée? 22. Bon, d'accord, la dérivée est un opérateur linéaire. La dérivée d'une somme est donc la somme des dérivées. Nous enlevons donc la somme et nous prenons la dérivée de chaque terme, ce qui nous donne 2 moins xij, puis la chose entre crochets, y moins cela. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, en notation matricielle, si nous laissons cette sorte de gras x sous carré j désigner la gemme colonne des variables indépendantes, alors c'est -2. En fait, la gemme colonne de la transposition de x multiplié par i-x bêta. Cette gemme équation des moindres carrés ordinaires est donc représentée en termes de notation matricielle. Si nous mettons tout cela ensemble, nous pouvons définir cette dérivée de Q par rapport aux différents paramètres de régression comme étant essentiellement le -2 fois la gemme colonne empilée fois i-x bêta, qui est simplement -2x transposé, i-x bêta. Et ceci doit être égal à 0. Et si nous simplifions, en enlevant les deux, nous obtenons cet ensemble d'équations. Elle doit être satisfaite par l'estimation des moindres carrés ordinaires, bêta. C'est ce qu'on appelle l'équation normale dans les livres sur la modélisation de la régression. Voyons donc comment résoudre cette équation. Nous pouvons la réexprimer en multipliant par la transposition x de chacun des termes. Le chapeau bêta résout alors l'équation. Et si x transposé x inverse existe, nous obtenons bêta hat qui est égal à x transposé x inverse x transposé i.
Avec l'algèbre matricielle, nous pouvons donc résoudre ce problème. L'algèbre matricielle sera très importante pour ce cours et les autres cours. Donc, si vous êtes un peu rouillé dans ce domaine, rafraîchissez vos connaissances. Cette solution particulière pour le chapeau bêta suppose que la transposition X et l'inverse existent. Qui peut me dire quelles hypothèses il faut faire pour que la transposition X ait un inverse? Je vous appelle dans une seconde si personne d'autre ne le fait. Quelqu'un vient de dire quelque chose? Quelqu'un d'autre? Non? C'est bon. Ok, Will. Audience, donc X transpose X inverse doit avoir un rang complet, ce qui signifie que 23. Chacune des sous-matrices doit avoir une portée plus petite. Professeur, ok, Will a dit que la matrice X devait avoir un rang complet. Et si X a un rang complet? 24. Alors, voyons voir. Si X a un rang complet, alors la décomposition en valeurs singulières qui était dans la toute première classe peut exister. Et vous avez essentiellement P valeurs singulières qui sont toutes non nulles. Et la transposition de X peut être exprimée comme une sorte de décomposition de la valeur singulière, comme l'une des matrices orthogonales multipliée par le carré des valeurs singulières multipliées par la transposition de cette même matrice, si vous vous souvenez de cette définition. Il s'agit donc en fait d'une solution pour la transposition X inverse, à partir de la décomposition de la valeur singulière de X. Mais il faut que X ait un rang complet, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de variables indépendantes qui s'expliquent par d'autres variables indépendantes. Ainsi, les différentes colonnes de X doivent être linéaires, ou elles ne peuvent pas dépendre linéairement d'autres colonnes de X. Dans le cas contraire, vous auriez un rang réduit. Ainsi, si le chapeau bêta n'a pas un rang complet, notre estimation de bêta par la méthode des moindres carrés pourrait ne pas être unique. En fait, si vous êtes vraiment intéressé par la prédiction des valeurs d'une variable dépendante, le fait d'avoir des estimations des moindres carrés uniques et non uniques n'est pas vraiment un problème, car vous obtenez toujours des estimations à partir de cela. Mais pour l'instant, nous voulons supposer qu'il y a un rang de colonnes complet dans les variables indépendantes. D'accord. Maintenant, si nous introduisons la valeur de la solution pour l'estimation des moindres carrés, nous obtenons des valeurs ajustées pour la variable réponse, qui sont simplement la matrice X multipliée par bêta hat. Cette expression pour les valeurs ajustées est en fait X fois X transposé X inverse X transposé Y, que nous pouvons représenter par I. Dans les modèles linéaires et les statistiques, cette matrice H est appelée matrice chapeau. Il s'agit essentiellement d'une matrice de projection qui prend le vecteur linéaire, ou le vecteur de valeur de la variable réponse, dans les valeurs ajustées. Cette matrice chapeau est donc très importante. L'ensemble de problèmes va couvrir certaines caractéristiques et propriétés de la matrice chapeau. 25. Quelqu'un souhaite-t-il faire des commentaires sur cette matrice de chapeau? Il s'agit, en fait, d'un type de matrice très particulier. Quelqu'un veut-il préciser de quel type il s'agit? C'est une matrice de projection, ok. C'est une matrice de projection. Et en algèbre linéaire, les matrices de projection ont un certain nombre d'avantages. 26. Des propriétés très particulières. Il s'agit en fait d'une matrice de projection orthogonale. Si cette fonction vous intéresse, vous devriez vous y intéresser. Mais il s'agit vraiment d'un ensemble très riche de propriétés associées à cette matrice chapeau.
C'est une projection orthogonale, et c'est, voyons voir. Qu'est-ce qu'elle projette? Elle projette de l'espace n vers quoi? Allez-y. Quel est votre nom? Audience, Ethan. Professeur, Ethan, d'accord. Audience, dans l'espace appelé X. Professeur, en gros, oui. Il s'agit d'une projection dans l'espace des colonnes de X. C'est ce que fait la régression linéaire. Pour se concentrer sur la régression linéaire et la comprendre, on peut se demander comment obtenir des estimations de ce vecteur P. C'est très bien et très utile, et nous le ferons souvent. C'est très bien et très utile, et nous le ferons en grande partie. Mais on peut aussi se demander ce qui se passe dans l'espace à n dimensions. Vous représentez donc ce vecteur à n dimensions I par sa projection sur l'espace des colonnes. Les résidus sont essentiellement la différence entre la valeur de la réponse et la valeur ajustée. On peut l'exprimer comme I-I hat, ou I-H fois I. Il s'avère que I-H est également une matrice de projection, qui projette les données dans l'espace orthogonal à l'espace des colonnes de X. Et pour montrer que c'est vrai, si nous considérons les équations normales, qui sont x transposé I-x bêta hat égale à 0, c'est en fait x transposé epsilon hat égale à 0. Et donc à partir des équations normales, nous pouvons voir qu'elles signifient que le vecteur résiduel epsilon hat est orthogonal à chacune des colonnes de X. Vous pouvez prendre n'importe quelle colonne de X, la multiplier par le vecteur résiduel, et vous obtenez 0. Il s'agit donc d'une caractéristique des résidus en relation avec les variables indépendantes. D'accord. À ce stade, nous n'avons parlé d'aucune propriété statistique pour spécifier les bêtas. Tout ce que nous avons fait, c'est parler. Nous avons introduit le critère des 27 moindre carré et nous avons demandé quelle valeur du vecteur bêta minimise cette valeur. 28. Critère des moindres carrés. Passons au théorème de Gauss-Markov et commençons à introduire quelques propriétés statistiques, des propriétés de probabilité. Donc, avec nos données, X, oui. Oui. Audience, inaudible. Professeur, c'est epsilon. Audience, inaudible. Professeur, d'accord. Permettez-moi de revenir sur ce point. C'est que X, les colonnes de X et le vecteur colonne du résidu sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Il ne s'agit donc pas d'une projection sur UN espace nul. Il s'agit simplement d'une déclaration selon laquelle ces valeurs, ou ces vecteurs colonnes, sont orthogonaux les uns par rapport aux autres. Pour résumer, l'epsilon est une projection de I sur l'espace orthogonal à l'espace des colonnes. Et IAT est une projection sur l'espace des colonnes de I. Et ces projections sont toutes des projections orthogonales, et il se trouve donc qu'elles aboutissent à la valeur projetée epsilon hat qui doit être orthogonale à l'espace des colonnes de X si vous la projetez vers l'extérieur. D'accord. D'accord. Selon le théorème de Gauss-Markov, nous disposons à nouveau de données, I et X. Nous allons maintenant considérer que les données observées, le petit i, de 1 à yn, est en fait une observation du capital vecteur aléatoire y composé des variables aléatoires i1 à yn. Et l'espérance de ce vecteur conditionnellement aux valeurs des variables indépendantes et de leurs paramètres de régression est donnée par x bêta, de sorte que le vecteur de la variable dépendante a une espérance donnée par le produit de la matrice des variables indépendantes par les paramètres de régression.
Et la matrice de covariance de I en fonction de X et de bêta est sigma au carré multiplié par la matrice d'identité. La matrice d'identité a n dimensions. La matrice identité comporte donc des 1 le long de la diagonale à n dimensions et des 0 en dehors de la diagonale. Les variances des I sont donc les entrées diagonales, qui sont toutes 29. Identique, sigma au carré. Et la covariance entre deux variables est égale à 0. Conditionnel 30. Ok, maintenant le théorème de Gauss-Markov. Il s'agit d'un résultat extraordinaire dans la théorie des modèles linéaires. Et il est formidable en termes de contenu mathématique. Je pense que c'est, pour un cours de mathématiques, c'est vraiment un bon théorème pour vous présenter et mettre en évidence la puissance, je suppose, des résultats qui peuvent découler de l'application de la théorie. Ainsi, pour établir ce théorème, nous voulons essayer d'estimer une fonction des paramètres de régression. Notre problème avec les moindres carrés ordinaires est donc le suivant: comment spécifier les paramètres de régression, de bêta 1 à bêta p? Considérons une cible générale d'intérêt, qui est une combinaison linéaire des bêtas. Nous voulons donc prédire un paramètre, Ct, qui est une combinaison linéaire des paramètres de régression. Et comme cette combinaison linéaire des paramètres de régression correspond à l'espérance de la variable de réponse correspondant à une ligne donnée de la matrice des variables indépendantes, il s'agit simplement d'une généralisation de la tentative d'estimation des moyennes du modèle de régression en différents points de l'espace, ou de l'estimation d'autres quantités susceptibles d'apparaître. Il s'agit donc d'un type d'estimation très général. Elle est certainement appropriée pour les prédictions. Et si nous considérons l'estimation des moindres carrés en introduisant simplement le chapeau de θ1 à travers le chapeau de bêta p, en résolvant par les moindres carrés, eh bien, il s'avère qu'il s'agit d'un estimateur non biaisé du paramètre θ. Donc, si nous essayons d'estimer cette combinaison de ces paramètres inconnus, vous introduisez l'estimation des moindres carrés. Vous obtiendrez un estimateur sans biais. Qui peut me dire ce qu'est l'impartialité? Il s'agit probablement d'un nouveau concept pour certaines personnes ici présentes. Quelqu'un? Ok, c'est une propriété fondamentale des estimateurs en statistique, où l'espérance de cette statistique est le vrai paramètre. Ainsi, en moyenne, de manière probabiliste, il ne surestime ni ne sous-estime la valeur. C'est ce que signifie sans biais. Il s'agit également d'un estimateur linéaire de θ dans la mesure où ce chapeau θ 31 est une combinaison linéaire particulière des variables dépendantes. Ainsi, avec notre variable réponse originale I, dans le cas de I1 à Yn, ce chapeau θ est simplement une combinaison linéaire 32 de tous les I. Et maintenant, pourquoi est-ce vrai? Nous savons que le chapeau bêta, d'après les équations normales, se résout par x transposé x inverse x transposé I. Il s'agit donc d'une transformation linéaire du vecteur I. Si nous prenons une combinaison linéaire de ses composantes, il s'agit également d'une autre combinaison linéaire du vecteur I. Il s'agit donc d'une fonction linéaire des variables de réponse sous-jacentes. Le théorème de Gauss-Markov dit que, si les hypothèses de Gauss-Markov s'appliquent, alors l'estimateur θ qui a la plus petite variance parmi tous les estimateurs linéaires sans biais de θ. Il s'agit donc en fait de l'estimateur optimal, pour autant qu'il s'agisse de notre critère. Il s'agit là d'un résultat très puissant. Et pour le prouver, c'est très facile. Voyons ce qu'il en est.
En fait, ces notes vont être distribuées. Je vais donc passer très rapidement et y revenir plus tard si nous avons plus de temps. Mais en gros, l'argument de la preuve ici est que vous considérez une autre estimation linéaire, qui est également une estimation sans biais. Considérons donc un concurrent de la valeur des moindres carrés et examinons ensuite la différence entre cet estimateur et le chapeau θ. Et cette différence dans les estimations doit avoir une espérance de 0. Donc, si nous regardons, si le tilde θ est sans biais, alors cette expression ici sera égale à 0, ce qui signifie que f, la différence dans ces deux estimateurs, f définit la différence dans les deux estimateurs, doit être orthogonale à l'espace des colonnes de x. Et avec ce résultat, on utilise alors cette orthogonalité de f et d pour évaluer la variance du tilde θ. Et dans cette preuve, l'argument mathématique ici est vraiment quelque chose, je devrais mettre des astérisques sur quelques lignes ici. Cette expression est en fait très importante. Nous examinons essentiellement la décomposition de la variance en variance de B transposée I, qui est la variance de la somme de ces deux variables aléatoires. La page précédente a donc défini D et F de manière à ce que cela soit vrai. Lorsque l'on considère la variance d'une somme, il ne s'agit pas de la somme des variances. C'est la 33. Somme des 34. Variances plus 2 fois la somme des covariances. Ainsi, lorsque vous calculez les variances de somme de variables aléatoires, vous devez vraiment tenir compte des termes de covariance. Dans ce cas, cet argument montre que les termes de covariance sont, en fait, 0, et vous obtenez le résultat. Mais il s'agit en fait dans un cours d'économétrie, on parle d'estimation bleue de la régression, ou de la propriété bleue des estimations des moindres carrés. C'est de là que ça vient? Très bien, considérons maintenant la généralisation de Gauss-Markov pour permettre des variances inégales et éventuellement des covariances non nulles corrélées entre les composantes. Dans ce cas, le modèle de régression présente la même configuration linéaire. La seule différence est que l'espérance du vecteur résiduel est toujours 0. Mais la matrice de covariance du vecteur résiduel est sigma au carré, un paramètre unique multiplié par, disons, sigma majuscule. Nous supposerons ici que cette matrice sigma majuscule est une matrice définie positive n par n qui spécifie les variances et les corrélations relatives entre les observations. D'accord. Afin de résoudre les estimations de régression sous ces hypothèses de Gauss-Markov généralisées, nous pouvons transformer les données x en i étoile égale sigma à moins 1 demi i et x en x étoile, qui est sigma à moins 1 demi x. Ce modèle devient alors un modèle de régression linéaire, en termes d'étoile i et d'étoile x. En fait, nous multiplions ce modèle de régression par sigma jusqu'à moins 1 demi. Et l'étoile epsilon a en fait une matrice de covariance égale à sigma au carré multiplié par l'identité. Ainsi, en transformant linéairement les données d'origine, nous obtenons une représentation du modèle de régression qui satisfait aux hypothèses de Gauss-Markov d'origine. Ce que nous avons dû faire, c'est essentiellement une transformation linéaire qui fait que les variables de réponse ont toutes une variance constante et ne sont pas corrélées. Ainsi, nous avons l'estimation de bêta par les moindres carrés, c'est-à-dire les moindres carrés ordinaires, en termes d'étoile i et d'étoile x. En introduisant ces données, on obtient x star transposé x star inverse x star transposé i star. Et si l'on multiplie, la formule change. 35.
Cette formule caractérisant l'estimation des moindres carrés dans le cadre de cet ensemble généralisé d'hypothèses met en évidence ce qu'il faut faire pour pouvoir appliquer ce théorème. Ainsi, avec des valeurs de réponse qui ont de très grandes variances, vous voulez essentiellement les réduire de l'inverse de sigma. C'est en partie ainsi que fonctionnent ces moindres carrés généralisés. D'accord. Passons maintenant à la théorie de la distribution pour les modèles de régression normaux. Supposons que les résidus soient des normales de moyenne 0 et de variance sigma carré. Ok, le conditionnement des valeurs de la variable indépendante, les i, les variables de réponse, seront indépendants sur l'indice i. Ils ne seront pas distribués de manière identique parce qu'ils ont des significations différentes, mu i, pour la variable dépendante i. Mais elles auront une variance constante. Ce que nous pouvons faire, c'est conditionner x bêta et sigma au carré, puis représenter ce modèle en termes de distribution des epsilons. Ainsi, si nous conditionnons x bêta est une constante connue. Nous l'avons conditionné. L'incertitude restante concerne le vecteur résiduel, qui est supposé être constitué de variables aléatoires normales indépendantes et identiquement distribuées. C'est la première fois que vous verrez cette notation, n majuscule sous petit n, pour un vecteur aléatoire. Il s'agit d'une variable aléatoire normale multivariée où l'on considère un vecteur n dont chaque composante est normalement distribuée, avec une moyenne donnée par un vecteur moyen correspondant et une matrice de covariance donnée par une matrice de covariance. En termes de valeurs indépendantes et identiquement distribuées, la structure de probabilité est totalement bien définie. Tous ceux qui ont suivi un cours de probabilité débutant savent quelle est la fonction de densité de cette distribution normale multivariée, car il s'agit du produit des fonctions de densité indépendantes pour les composantes indépendantes, puisqu'il s'agit de variables aléatoires indépendantes. Ce vecteur aléatoire normal multivarié possède donc une fonction de densité que vous pouvez écrire, étant donné qu'il s'agit de votre premier cours de probabilité. Ok, ici je ne fais que mettre en évidence ou définir le nouveau vecteur pour les 36 moyenne des cas des données. Et la matrice de covariance sigma est cette matrice diagonale. Ainsi, la matrice de covariance sigma est une matrice diagonale. 37. En fait, sigma ig est égal à sigma au carré multiplié par le delta de Kronecker pour l'élément ig. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est, sous l'hypothèse de résidus normalement distribués, résoudre la distribution des estimateurs des moindres carrés. Nous voulons savoir, en gros, quel type de distribution ils ont. En effet, nous voulons être en mesure de déterminer si les estimations sont particulièrement importantes ou non. Il se peut aussi qu'il n'y ait aucune structure et que les paramètres de régression soient égaux à 0, de sorte qu'il n'y ait aucune dépendance à l'égard d'un facteur donné. Nous devons être en mesure de juger de l'importance de ce phénomène. Nous devons donc connaître la distribution de notre estimation des moindres carrés. Nous allons donc appliquer les fonctions génératrices de moments pour dériver la distribution conjointe de I et la distribution conjointe de bêta hat. Schoenbaum a donc introduit la fonction génératrice de moments pour les variables aléatoires individuelles, pour les variables aléatoires à une seule variable. Pour les variables aléatoires à n variables, nous pouvons définir la fonction génératrice de moment du vecteur i comme étant l'espérance de E par rapport à la transposée t de i. Ainsi, t est un argument de la fonction génératrice de moment. C'est un autre vecteur n, et il est égal à l'espérance de E à t1 i1 plus t2 i2 jusqu'à tn yn.
Il s'agit donc d'une définition très simple. En raison de l'indépendance, l'espérance des produits, ou cette somme exponentielle, est le produit des exponentielles. Et donc cette fonction génératrice de moments est simplement le produit des fonctions génératrices de moments pour i1 jusqu'à yn. Et je pense, je ne sais pas si c'était dans le premier ensemble de problèmes ou dans le premier cours, mais e to the t mu i plus a1 demi t squared sigma squared était la fonction génératrice de moments pour la variable aléatoire normale univariée, ce qui signifie ui invariance sigma squared. Ainsi, si nous avons n de ces éléments, nous prenons leur produit. Et la fonction génératrice de moments pour i est simplement e à la transposée t de me plus 1 demi transposée t de sigma de t. Et donc pour cette distribution normale multivariée, c'est sa fonction génératrice de 38 moments. Et il se trouve que la distribution de i est une normale multivariée avec une moyenne u et une matrice de covariance sigma. 39. Nous allons donc utiliser un fait, si nous travaillons avec des variables aléatoires normales multivariées, il s'agit de la structure de leur fonction génératrice de moments. Ainsi, si nous résolvons la fonction de génération de moments d'un autre élément d'intérêt et que nous constatons qu'elle a la même forme, nous pouvons conclure qu'il s'agit également d'une variable aléatoire normale multivariée. C'est ce que nous allons faire. Résolvons la fonction de génération de moments de l'estimation des moindres carrés, chapeau bêta. Maintenant, au lieu d'avoir affaire à un vecteur n, nous avons affaire à un vecteur p des bêta, des chapeaux bêta. Il s'agit simplement de la définition de la fonction génératrice de moments. Si nous introduisons la forme fonctionnelle des estimations des moindres carrés ordinaires et la manière dont elles dépendent du i sous-jacent, alors nous avons a égale, essentiellement, à la projection linéaire de i. Cela nous donne l'estimation des moindres carrés. Nous pouvons alors dire que cette fonction génératrice de moments pour bêta at est égale à l'espérance de e à la transposée t de i, où le petit t est une transposée tau. Nous savons ce que c'est. C'est la fonction génératrice de moments de de i, évaluée au vecteur little t. Il nous suffit donc d'introduire little t, cette expression de a transpose tau. C'est ce que nous allons faire. C'est ce qu'on fait, et il s'avère que c'est e à la transposition t de mu plus cela. Et nous effectuons un certain nombre de calculs. En fin de compte, nous obtenons que la fonction génératrice de moments est juste à la transposition tau de bêta plus une transposition tau 1/2 de cette matrice tau. C'est la fonction génératrice de moments d'une normale multivariée. Ces quelques lignes que vous pouvez parcourir après le cours permettent donc de résoudre la fonction génératrice de moments de bêta at. Et parce que nous pouvons reconnaître ceci comme la MGF d'une normale multivariée, nous savons que c'est, bêta at est une normale multivariée, avec la moyenne, le vrai bêta, et la matrice de covariance donnée par l'objet entre crochets ici. D'accord, il s'agit donc essentiellement de la conclusion de l'analyse précédente. La 40. Distribution marginale de chacun des chapeaux bêta est donnée par le chapeau bêta, par une distribution normale univariée avec une moyenne bêta j et une variance égale à la diagonale. Maintenant, à ce stade 41, dire cela, c'est comme une affirmation. Mais on peut en fait le prouver très facilement, compte tenu de cette séquence d'arguments. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi c'est vrai? Permettez-moi de vous le dire. Si vous envisagez d'introduire la fonction génératrice de moments, la valeur tau, où seule la gemme entrée est non nulle, alors vous avez la fonction de surveillance de la gemme composante du chapeau bêta.
Il s'agit d'une fonction génératrice de moments gaussienne. La distribution marginale de la gemme composante est donc normale. Cette analyse multivariée vous permet donc d'obtenir cela presque gratuitement. Il n'y a donc pas d'hésitation à avoir pour obtenir ce résultat. Cela découle directement des fonctions génératrices de moments. Bon, passons maintenant à un autre sujet. Il s'agit de la décomposition QR de X. Nous avons donc des variables indépendantes. X, que nous voulons exprimer comme le produit d'une matrice orthonormée Q qui est n par P, et d'une matrice triangulaire supérieure, R. Il s'avère que toute matrice, n par P, peut être exprimée sous cette forme. Nous allons vous montrer rapidement comment cela est possible. Pour ce faire, nous procédons à une orthonormalisation de Gram-Schmid de la matrice des variables indépendantes X. Voyons ce qu'il en est. Si nous définissons R, la matrice triangulaire supérieure dans la décomposition QR, comme ayant des zéros en dehors de la diagonale en dessous et une valeur éventuellement non nulle le long de la diagonale à droite, nous allons simplement résoudre Q et R par ce processus de Gram-Schmid. La première colonne de X est donc égale à la première colonne de Q multipliée par le premier élément, le coin supérieur gauche de la matrice R. Et si nous prenons le produit en croix de ce vecteur avec lui-même, nous obtenons cette expression pour R quand 1 au carré, nous pouvons essentiellement résoudre R1,1 comme la racine carrée de ce produit en points. Et Q1 est simplement la première colonne de X divisée par cette racine carrée. Le premier élément de la matrice de la file d'attente et le premier élément R peuvent donc être résolus immédiatement. 42. Résolvons ensuite la deuxième colonne de Q et la deuxième colonne de la matrice R. Et bien, X2, la deuxième colonne de la matrice X, est la première colonne de Q multipliée par R1, 2, plus 43. La deuxième colonne de Q multipliée par R2,2. Et si nous multiplions cette expression par la transposition de Q1, nous obtenons cette expression pour R1,2. Nous venons donc de résoudre R1,2. Et Q2 est résolu par les arguments donnés ici. Ainsi, nous orthogonalisons successivement les colonnes de X aux colonnes précédentes de X par le biais de ce processus de Gram-Schmid. Et ce processus peut être répété pour toutes les colonnes. Avec cette décomposition QR, nous obtenons une forme très agréable pour l'estimation des moindres carrés. Fondamentalement, elle se simplifie à l'inverse de R multiplié par Q transposé I. Cela signifie que vous pouvez résoudre les estimations des moindres carrés en calculant la décomposition QR, qui est une opération d'algèbre linéaire très simple, puis en effectuant quelques produits matriciels pour obtenir le bien, vous devez effectuer une matrice inverse avec R pour obtenir ce résultat. Et la matrice de covariance du chapeau bêta est égale à sigma au carré X transposé X inverse. En ce qui concerne la matrice de covariance, ce qui est implicite ici mais que vous devriez rendre explicite dans votre étude, c'est que si vous prenez une matrice, R inverse Q transposé fois I, la seule chose qui est aléatoire est le vecteur I, d'accord. La covariance d'une matrice multipliée par un vecteur aléatoire est cette matrice multipliée par la covariance du vecteur multiplié par la transposition de la matrice. Ainsi, si vous prenez une transformation matricielle d'un vecteur aléatoire, la covariance de cette transformation a cette forme. C'est donc là que la matrice de covariance entre en jeu. Et à partir de la MGF, la fonction génératrice de moments, pour l'estimation des moindres carrés, cela provient également de la définition de la fonction génératrice de moments.
Et si nous prenons x transposé x, en introduisant la décomposition QR, seuls les R sont pris en compte, ce qui donne cela. Cela nous donne également une très belle forme pour la matrice chapeau, qui s'avère être simplement Q fois Q transposé. Il s'agit donc d'une forme très simple. Maintenant que nous avons la théorie de la distribution, la section suivante va prouver ce 44, qui est vraiment un résultat fondamental sur les modèles de régression linéaire normale. Et je vais 45. Nous allons passer rapidement en revue les idées principales du théorème, mais je pense que les détails sont très simples. Les notes de cours qui seront mises en ligne décriront les différentes étapes de l'analyse. Ok, il y a un théorème important ici qui est que pour toute matrice A, M par N, on considère la transformation du vecteur aléatoire I par cette matrice A. C'est aussi un vecteur normal aléatoire. Il s'agit également d'U n vecteur normal aléatoire. Sa distribution aura une moyenne et une matrice de covariance donnée par μz et sigma z, qui ont cette expression simple en termes de matrice A et des moyennes et covariances sous-jacentes de I. Ok, nous avons déjà appliqué ce théorème avec A correspondant à la matrice qui génère les estimations des moindres carrés. Ainsi, avec A égale à x transposé x inverse, nous avons déjà passé en revue la solution de la distribution du chapeau bêta. Et avec n'importe quelle autre matrice A, nous pouvons procéder à la même analyse et obtenir la distribution. Si nous faisons cela ici, nous pouvons prouver cet important théorème, qui dit qu'avec les estimations des moindres carrés des modèles de régression linéaire normale, notre estimation des moindres carrés bêta at et notre vecteur résiduel epsilon at sont des variables aléatoires indépendantes. Ainsi, lorsque nous construisons ces statistiques, elles sont statistiquement indépendantes l'une de l'autre. Et la distribution du chapeau bêta est normale à plusieurs variables. La somme des résidus au carré est, en fait, un multiple d'une variable aléatoire du qui carré. Qui peut me dire ce qu'est une variable aléatoire qui carré? Quelqu'un? Audience, inaudible. Professeur, oui, c'est exact. Une variable aléatoire qui carré a un degré de liberté est donc une variable aléatoire normale 0, 1 au carré. Un qui carré à 2 degrés de liberté est la somme de deux normales indépendantes 0, 1 au carré. Ainsi, la somme de n résidus au carré est, en fait, une variable aléatoire qui carré n-p, mise à l'échelle par sigma carré. 46. Et pour chaque composant J, si nous prenons la différence entre les moindres carrés. 47. Si nous estimons bêta at J et bêta à J et que nous les divisions par cette estimation de l'écart type, nous aurons en fait une distribution T avec n-p degrés de liberté. En théorie des probabilités, une distribution T est le rapport entre une variable aléatoire normale et une variable aléatoire indépendante de type qui carré, ou la racine d'une variable aléatoire indépendante de type qui carré. Ces propriétés caractérisent donc nos estimations des paramètres de régression et les statistiques T pour ces estimations. Dans les notes de cours, il y a une preuve modérément longue. Mais tous les détails sont donnés, et je serai heureux d'examiner ces détails avec les gens pendant les heures de bureau. Permettez-moi d'insister sur... Voyons voir. Il nous reste peut-être 2 minutes de cours. Permettez-moi de parler de l'estimation du maximum de vraisemblance. Dans les modèles d'ajustement et les statistiques, l'estimation du maximum de vraisemblance revient souvent. Et avec les modèles de régression linéaire normale, il s'avère que les estimations des moindres carrés ordinaires sont, en fait, nos estimations du maximum de vraisemblance.
Et ce que nous voulons faire avec un maximum de vraisemblance, c'est maximiser. Nous voulons définir la fonction de vraisemblance, qui est la fonction de densité des données compte tenu des paramètres inconnus. Cette fonction de densité est simplement la fonction de densité d'une variable aléatoire normale multivariée. Les estimations du maximum de vraisemblance sont les estimations des paramètres sous-jacents qui maximisent la fonction de densité. Ce sont donc les valeurs des paramètres sous-jacents qui rendent les données observées les plus probables. Si l'on introduit les valeurs de la fonction de densité, on obtient ces variables aléatoires indépendantes, I, dont le produit est la densité commune. La fonction de vraisemblance s'avère être essentiellement une fonction du critère des moindres carrés. Donc, si vous ajustez des modèles par les moindres carrés, vous êtes en mesure de faire quelque chose de décent en appliquant au moins le principe du maximum de vraisemblance si vous avez un modèle de régression linéaire normale. Il est également utile de savoir si vos algorithmes d'estimation statistique sont 48. Conformes à certains principes tels que l'estimation du maximum de vraisemblance. Ou d'autres. Permettez-moi donc, 49. Je pense que nous devrions en rester là. La prochaine fois, je parlerai un peu des estimateurs M généralisés. Ceux-ci fournissent une classe d'estimateurs qui peuvent être utilisés pour trouver des estimations robustes et également des estimations par quantile. Des paramètres de régression, ce qui est très intéressant.